ce matin, il faisait 2 ou 3 degrés. Alors déjà, au lieu de partir à 8 h dans le jardin, je suis parti vers 10 h parce que j'avais pas le courage. J'avais aussi le choix soit de nettoyer mes massifs et faire les contours, désherber les contours, redresser les bordures aussi. Soit je pouvais aussi construire un muret de pierres sèches. Donc là, ça voulait dire déplacer des tonnes de pierres avec la brouette et j'étais pas assez motivé, donc je me suis mis à la binette et puis j'ai commencé à désherber mes massifs. Et puis ensuite, toute la terre que je récupère avec les mauvaises herbes, c'est de la terre que je vais mettre dans le futur massif que je vais construire avec mes pierres sèches. Donc là, je vais nettoyer tous mes caniveaux, toutes mes bordures. Et toute la terre que je récupère, je la mets de côté. Elle me permettra de remplir ce fameux nouveau parterre qui va être sur 40 à 50 cm de hauteur. Donc ça va faire du volume. Je vais avoir 4 ou 5 mètres cubes de terre à trouver. Et ça, ça va être du déchet de bois, du déchet de branches, des choses qui vont se décomposer dans le temps, plus de la terre. Et puis aussi des adventices, des mauvaises herbes mélangées, il n'y a pas de problème. Et en finition, sur 10-20 cm, je mettrai du bon terreau que j'ai mis de côté aussi. Ici, c'est pas vraiment de la bordure, c'est plutôt une future rivière sauvage que je veux faire. Donc ça fait des années que je recherche le meilleur moyen pour étancher l'affaire, et puis c'est pas évident parce que quand on parle d'écologie, les solutions proposées sont pas très écologiques, c'est soit du plastique, soit du béton. Donc il faut essayer de trouver celui qui va polluer le moins dans le futur, qui laissera le moins de déchets dans le futur aussi. Donc je suis encore dans la recherche du meilleur moyen de le faire. Ça sera peut-être pour finir une bâche plastique pas trop épaisse, celle qui polluera sans doute le moins, et puis ensuite un décor gravier et rocher pour l'intégrer au mieux au jardin, avec ensuite une pompe de relevage et puis un circuit fermé qui permettra d'avoir un cours d'eau qui tournera en permanence, enfin pas en permanence, chaque fois qu'on le souhaitera, parce que là aussi c'est très énergivore, ça consomme beaucoup d'électricité. Alors si des pompes solaires existent dans le futur avec un débit suffisant, c'est ce qu'on mettra.
que je vais faire en plus de mes bordures, je vais déplacer les lys des cafres. Il existe deux variétés à ma connaissance, une rose et une rouge. Nous c'est la rose qu'on a. Elle fleurit actuellement, elle a commencé à fleurir il y a plus d'un mois, peut-être 2 mois même, et elle continue à fleurir. Une superbe floraison qui dure très longtemps. Et je vais donc les mettre dans mon massif de terre de bruyère où il y a des camélias, hortensias, azalées. Ça va permettre d'avoir tout le long de l'année une floraison, puisque celle-là, ça sera pour l'hiver. Et au printemps, on commencera avec les azalées et les rhododendrons. Et si possible, je vais rajouter aussi des tulipes pour avoir quasiment une continuité tout au long de l'année. Après, je vais faire là. Ça devrait aller assez. Donc là, tu as passé la... Tu as utilisé ta pelle uniquement là pour faire ça? Non, là c'est la raclette là. La raclette. Ah oui, d'accord, la petite binette. Ce que nous, on a... La pelle, je prends la pelle parce que c'est tellement dégueulasse. Donc là, tu as pris la petite binette. Ouais, mais quand c'est petit, là, la binette, c'est suffisant. La binette. Voilà. Nous, on appelle ça une binette. Je crois que ça a plusieurs noms. Non? Et après, tu vas passer le coupe-fil. Ouais. C'est ça? Pour la finition des Pour les bords. finitions des bords. Donc ça, tu le fais combien de fois? Tous les ans? Là, en fait, le reste de l'année, c'est je passe le coupe-fil. Tandis que là, c'est du travail de fond. Alors, le reste de l'année, je passe le coupe-fil, mais le problème, le coupe-fil, ça retire pas les racines. Surtout que là, c'est du chien-dent. Et bon, le chien-dent, c'est uniquement du stolon, c'est toujours souterrain. Donc là, ça permet de nettoyer la plupart des stolons. Et j'aurai donc moins de départ au printemps. Et tu fais ça combien de fois alors? Une fois par an? 2 fois par an? Non, là ça doit faire 1 fois en 2 ans que je le fais. D'accord. Voilà. Il faut savoir que bon, en plein été, quand ça pousse beaucoup, juste un coup de fil, hein, débroussailleuse, ça, comme il fait très chaud, ça repoussera pas pendant. On peut être tranquille pendant 1 mois ou 2 mois si on le fait bien à ras. C'est-à-dire que on enlève tout ce qui est vert en surface et puis ensuite ça va sécher et ça repartira que quand il y aura beaucoup d'eau. Ok, donc tu redresses les bordures une fois tous les 2 ans? Ah non, le redressage des bordures, ça dépend en fait s'il y a beaucoup de pluie ou pas. Je vois que quand il y a eu les périodes de canicule, j'avais quasiment aucun entretien à faire. Et là, depuis que ça se remet à pleuvoir, ça fait énormément de déchets qui descendent dans les bordures. Et là, il y a beaucoup plus de travail. Donc ça dépend vraiment du temps qu'on a à l'année, quoi. Les années sèches, moins d'entretien, et puis les années pluvieuses, beaucoup plus d'entretien. Tu veux parler des petits chapeaux de lutin derrière toi? C'est quoi? Alors là, on est sur du Cupressus macrocarpa, le cyprès de Monterey. Ouais. C'est donc un cyprès qui pousse sur les côtes de Californie du Nord, à Monterey donc. Et ce sont des arbres qui montent à 30-40 mètres. Et nous ici en France, ils nous les vendent dans des petites potées. L'hiver, elles font 10-15 cm. Ce qui est intéressant, c'est son feuillage très odorant qui sent le citron. Donc pour ça, il est sublime. Dès qu'on le touche, là, ça sent le citron, ça embaume le citron. Et donc on peut très facilement faire des petites taupières. Donc là, pour l'instant, ces taupières, tant qu'on arrive à les maintenir, qui ne se dégarnissent pas. Et au moment où ils ont commencé à se dégarnir de trop, j'en ferai donc des vrais arbres, hein, les cyprès de Monterey. En étant adultes, ils ont donc un tronc dégarni et des magnifiques charpentières qui font presque une sorte de mini parasol. Là, c'est vraiment magnifique. Donc l'avenir de ces 3 arbres, là, ça sera
de finir en plein parasol. Ça fait combien de temps que tu les maintiens en petit chapeau là, de lutin? Alors là, on les a au moins depuis 6 ans. Hein. Ça fait au moins 6 ans qu'on les maintient là. Et c'est pareil, j'ai oublié de dire que c'était des auréums. Donc c'est des Cupressus macrocarpa. Auréum, ce sont des dorés. Hein. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est on va dire du Cupressus macrocarpa tout court, et l'auréum, donc le doré, hein, celui qui a bonne odeur de citron. Là. Donc c'est celui qui dépasse de la maison, c'est voilà, ça? Ouais. Voilà, donc ça devient grand. On en a encore un autre chez un voisin là-bas aussi qui est beaucoup plus petit. Voilà, donc ça devient vraiment géant. Et donc quand ils atteignent des tailles comme ça de 20 mètres, l'idéal c'est de dégarnir leurs troncs, parce que leurs troncs sont tellement beaux. Il faut dégarnir les troncs et puis lui faire une belle taille de transparence et ça rend vraiment bien quoi. Voilà, donc le cyprès de Monterey du voisin, donc celui dont on vous parlait, c'est donc celui-ci. Le grand là. De cette vue-là, on le voit très bien évidemment. Parce qu'on voit qu'il dépasse. Il dépasse complètement la maison. Et la maison du voisin qui est juste derrière. Voilà. Et la taille des nôtres. Mais nous, on veut maintenir des petits arbres dans notre jardin. Ce pin nain, donc là on peut dire qu'il a environ une vingtaine d'années. Et on voit sa hauteur. Là, on l'a monté de 70 cm grâce au bac. Mais donc si vous lui retirez 70 cm, il fait plus que 2,50 m. Donc imaginez 20 ans, 2,50 m de haut. C'est donc un sujet très intéressant pour mettre à côté d'une maison. Parce que bon, déjà son port est très joli, hein, c'est presque un port naturel de bonsaï. On le taille légèrement quand même, mais pas autant qu'un bonsaï. Et donc là on peut dire qu'il a sa taille d'adulte et puis il va continuer à pousser tranquillement, mais il va jamais dépasser les 3-4 mètres maximum. C'est une des premières plantes qu'on a plantées. On a créé le bac avec les pierres de récupération de la démolition de l'extension qu'il y avait ici. Et par la suite on a mis donc tous les végétaux qui sont tapissants autour et qui se comportent très bien. Hein. On a que des bons retours sur ces plantes-là. Elles fleurissent beaucoup et puis elles fleurissent longtemps aussi. Alors là, depuis qu'il est installé, maintenant, il n'est pas resté dans le bac. Il a sorti ses racines du bac et ses racines sont rendues dans les périphéries du bac. Et donc, il est déjà en train de ponctionner sa nourriture en dehors du bac. Alors, le nombre d'or est utilisé en architecture normalement, puisque les civilisations anciennes, grecques et romaines, l'utilisaient pour construire leurs bâtiments. Donc le rapport de la hauteur et de la largeur était très important pour eux, pour une question d'esthétique. Et donc ils utilisaient ce nombre d'or. Et ce nombre d'or, c'est celui qu'on retrouve partout dans la nature, hein, dans la formation des coquillages, la formation d'un végétal aussi. Le nombre d'or, on le retrouve partout. Certains disent que c'est la signature du créateur. On peut utiliser aussi ce nombre d'or lorsqu'on veut créer un jardin pour pas avoir de disproportion. Et donc par rapport à la taille de votre jardin, les rapports de largeur et de hauteur, donc là on parle de hauteur, largeur de votre jardin et de hauteur de végétaux, il serait bien aussi d'utiliser ce nombre d'or pour avoir un aspect esthétique le plus cohérent en fait. Parce qu'on peut voir que certains arbres sur des petits jardin, pas large, etc. Eh bien, ça fait pas très esthétique en fait. L'arbre, bien sûr, en lui-même est esthétique, mais pour l'ensemble paysager du jardin, on n'est plus du tout dans l'esthétique là. On a sur quelque chose d'énorme qui prend toute la place, qui s'impose. Et après c'est difficile de paysager autour de quelque chose d'aussi grand que par exemple le cèdre ou le cyprès de Monterey qui est derrière nous. Voilà, c'est des arbres vraiment qui étaient intéressants au début, qui étaient à la bonne taille lorsqu'ils avaient une dizaine, quinzaine d'années. Mais maintenant qu'ils arrivent à 30-40 ans, ils sont disproportionnés par rapport au jardin. Il faudrait un parc de 5000 m² pour avoir des arbres de cette taille-là. Et là, c'est pas le cas, donc on est plutôt sur 1000 m². Donc là,
bah justement, il faudrait alléger les houppiers et puis faire une bonne taille de transparence. Déjà, ça permettrait de rééquilibrer un petit peu tout ça, sans avoir à les couper. Nous, on choisit des arbres qui font une hauteur maximum de 400 mètres. Oui, 4-5 mètres. Ce choix-là, c'est pour penser à notre retraite. Et après la retraite, on a l'expérience de notre voisine, donc il y a des arbres qui ont 50 ans et qui font plus de 30 mètres. L'entretien est impossible. Nous, en gardant des arbres de 4-5 mètres, ce sera toujours facile pour nous avec une rallonge de les ébrancher ou bien de les élaguer. Même lorsque je serai âgé, j'aurai pas besoin forcément de monter sur une échelle pour faire l'entretien. Donc ça devrait faciliter l'entretien futur, quoi. On doit vraiment penser au futur lorsqu'on crée son jardin. Il faut vraiment avoir un regard dans le futur toujours. Et là, avec ces variétés d'arbres qui sont très petites, on sait qu'on ne sera pas trop embêté normalement. Voilà. Aussi là, par exemple, toujours en parlant de l'exemple de la voisine, elle a sa maison avant, elle recevait du soleil. Maintenant, elle est quasiment dans l'ombre, tellement les arbres ont grandi. Ça lui fait un paravent complet et la maison est dans l'ombre, elle n'a plus de chaleur. Alors elle n'a plus de chaleur, bon, mais par contre, il y a un avantage indéniable l'hiver, c'est qu'on est complètement protégé des tempêtes. Ça, c'est un avantage incroyable. Oui, mais elle n'a plus de lumière dans sa maison, quoi. D'un côté, nos toitures, elles s'envoleront jamais avec des tempêtes, des rafales. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'on manque cruellement de soleil. C'est-à-dire que notre potager, c'est une catastrophe. Et elle surtout, sa maison, elle le dit, elle a froid, elle a pas de, sa maison n'est pas baignée de lumière comme la nôtre peut être aux mêmes instants. Donc là aussi, c'est une histoire d'équilibre. Le problème, c'est que si on voulait équilibrer son jardin, enlever par exemple 2 arbres sur 3, on va fragiliser puisqu'ils se sont installés en tenant compte de leurs congénères. Si on retirait 2 tiers, ils s'effondreraient tous les uns après les autres parce que je pense pas qu'ils aient fait les tissus racinaires nécessaires pour tenir. Donc là, c'est une situation un peu bloquée. C'est que si on commençait à nettoyer au moindre coup de vent, je pense qu'une grande partie s'effondrerait par terre. Ah ouais, ouais. Donc il faudrait tout couper en fait. L'idéal après, ce serait de tout couper. Donc notre voisine nous autorise à filmer chez elle. On lui a demandé plusieurs fois et tant qu'on ne la voit pas, elle accepte qu'on parle de son jardin parce que c'est vraiment un cas très intéressant. Donc là, il y a un magnolia ici, là. Ici, c'est un... C'est même pas un Juniperus, c'est peut-être même un... Comment ça s'appelle? Un Camiciparis ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est pareil, ça, c'est le genre de petits sapins qui sont vendus dans les petites potées de Noël. Et voilà. Voilà ce que ça donne une fois que ça grandit. On pense faire une bonne action en le plantant dans le jardin en disant je vais pas le jeter à la poubelle. Derrière la boule là. Voilà. Donc en fait, plein sud, elle est complètement à l'ombre. Alors c'est pas mal l'été, mais printemps, automne, hiver, printemps, elle a froid dans sa maison en fin de compte.